Bonjour et bienvenue pour ce 4e Éloire TV proposé par l'établissement public Loire, un numéro exceptionnel entièrement consacré à la commémoration de la crue de 1866. Au travers de nombreux témoignages, nous allons partir sur les traces de cet événement qui a marqué l'histoire du bassin de la Loire. En confrontant le présent au passé, nous observerons les conséquences qu'aurait aujourd'hui une telle crue, ainsi que les actions mises en œuvre pour les atténuer. Élus, gestionnaires, scientifiques, tous croiseront leur regard sur le risque inondation aux quatre coins du plus grand bassin versant métropolitain. Plus de 9 mètres de hauteur d'eau en Haute-Loire, plus de 7 dans le Loiret, plus de 6 en Indre-et-Loire. En septembre 1866, la crue s'est propagée à une vitesse folle. 1846, 1856, d'autres débordements exceptionnels ont jalonné l'histoire du bassin de la Loire. La question des grandes inondations en fait pose la question du temps long des événements. Ils reviennent rarement. Pour les saisir, il faut remonter loin dans le passé. Et ce travail, il est aujourd'hui nécessaire parce que plus on remonte, plus on oublie aussi. Pour mieux se préserver aujourd'hui, il est absolument nécessaire de revenir sur ces événements rares qui ont fortement impacté les territoires à l'époque. Et donc les ramener au présent pour voir si leurs effets auraient des conséquences importantes aujourd'hui. Et ils en ont, on en est sûr, puisqu'on a étudié cela. On oublie le risque parfois parce qu'on oublie le fleuve, on oublie le risque d'inondation parce que l'inondation se produit assez peu régulièrement, mais c'est vrai qu'un événement comme ce qui s'est produit très récemment ramène la mémoire. Les jeux histoire ont l'avantage, au regard de la problématique en place, de permettre de faire le lien entre l'actuel et le passé, et surtout de pouvoir raviver cette mémoire du risque d'inondation. Elle repose sur l'exploitation des documents d'archives, aussi bien iconographiques que textuels. Et donc, fort de ces éléments, on a autant d'illustrations, de témoignages, en fait, de ces crues historiques majeures, de la réaction de la population par rapport à ces phénomènes. Et donc, la géohistoire permet de repérer la genèse du risque d'inondation, le développement de la vulnérabilité, c'est-à-dire l'exposition des populations et des biens aux inondations. Actuellement, la plupart des organismes de gestion des cours d'eau français ont des séries d'événements historiques qui vont difficilement au-delà des années 1800. Or, nous, les historiens, sommes capables d'étirer cette chronologie sur 400, voire 500 ans, avec des détails, des informations extrêmement fines, qui vraiment enrichissent les calculs de risque, les calculs de production d'événements, ce qu'on appelle les modèles en hydrologie. On parle de crue centenale. Une crue centenale, ça ne veut pas dire que ça arrive tous les 100 ans. Ça veut dire que tous les ans, il y a une chance sur 100 que ça arrive. Au 19e siècle, on a eu 3 crues centenales en 30 ans. Depuis, on n'en a pas eu, mais il est tout à fait possible qu'on ait à nouveau une crue de ce type à un moment qui n'est pas prévisible à ce stade. Alors une crue exceptionnelle peut arriver à tout moment. On peut la voir venir 3 ou 4 jours à l'avance quand on voit arriver les grosses perturbations météorologiques, qu'on commence à avoir des données de débit sur l'amont du bassin. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui si elle arrivera cette année, dans 10 ans ou dans 50 ans. Il faut savoir que ces sociétés anciennes, qui apparaissent aujourd'hui complètement archaïques, conservatrices, etc., pour autant veillaient à chaque catastrophe à en conserver la mémoire par des vecteurs très très variés, mais particulièrement bien adaptés aux attentes de la société de l'époque. En septembre 1866, il a plu tout le mois, une grande partie du mois, et ce n'est seulement qu'à la fin qu'on a eu ce qu'on appelle nous une remontée de précipitations cévenoles venant de la Méditerranée, qui est venue donc sur un bassin déjà bien gorgé d'eau. Et entre le 24 et le 25 septembre, on a eu des abats d'eau qui ont été à l'origine véritablement de cette crue extraordinaire sur la partie amont. Fort heureusement, ces précipitations n'ont concerné que la partie amont du bassin. Et donc à l'aval du bec d'Allier, finalement la crue s'est appesantie, s'est étalée, et il y a eu moins d'effets, quoique un petit peu, mais beaucoup moins qu'on aurait pu penser, notamment si on la compare à un événement comme 1856. Un événement qui est important, il convient judicieusement de pouvoir le fêter. Ce qui est intéressant dans cet anniversaire, ce serait de travailler sur donc la notion de mémoire d'un événement, et de se rappeler que cet événement a effectivement provoqué sur le château de Saint-Denis-en-Val, donc a provoqué des ravages qui sont tout à fait visibles. Alors ce qui s'est passé ici dans la nuit du 27 au 28 vers 1 h du matin, il y a eu une montée très rapide de la
Loire, qui est passé sur la digue moderne par une immense vague de subverse. La Loire passant de l'autre côté a violemment heurté les constructions qui se trouvaient là, en l'occurrence le château et la ferme qui se trouve juste à proximité. Et qu'est-ce qui se passe après 1866? On est dans un moment où la discussion entre à la fois les ingénieurs entre eux et puis entre les ingénieurs et les populations se densifie d'une certaine manière. Et la question de l'endiguement est remise en cause parce que finalement les endiguements qui ont été engagés à post-1846 et 56 n'ont pas produit les effets escomptés. Du coup, la réflexion revient à la fois sur les mesures techniques, endiguement ou pas endiguement, et sur le fait d'autres solutions, en particulier comment associer les populations à la prise de solutions nouvelles. Et je pense que là, il y a un moment historique intéressant, même s'il n'aboutit pas complètement, en particulier du fait du grand ingénieur général des ponts, Guillaume Commois, qui était à la tête du service de la Loire à l'époque, qui propose, basé à la fois sur ses connaissances évidemment très fines du bassin, de son fonctionnement, et puis de l'expérience passée, non plus de développer un endiguement continu, renforcé, on rehausse sans arrêt les digues. On conserve en partie ce système-là, mais on prévoit toute une série de déversoirs pour permettre l'écrêtement des crues et donc de rendre les digues moins fragiles, parce que l'un des enjeux en fait de ces épisodes, c'est pas tant la surverse par-dessus les ouvrages que la rupture, les brèches. Ça, les 46 et 56 l'avaient bien montré. Du coup, pour éviter ces pressions derrière les digues, le seul moyen qu'on ait, c'est d'abaisser la crue, en tous les cas son niveau max, en créant des champs d'expansion. Et il va proposer toute une série, une vingtaine de déversoirs. Le débat s'engage, mais il n'aboutira pas pour différentes raisons, en particulier parce que les riverains ne vont pas accepter, en allant très vite, le fait d'être inondés plus souvent. Au XIXe siècle, on a un État qui se renforce, qui devient plus fort, qui veut mettre en place certains ouvrages de protection, mais qui en même temps laisse encore une certaine responsabilité aux populations riveraines en termes de sécurité. Avec cette idée que, certes, on abandonne ces projets, mais les riverains sont responsables de leur propre sécurité. Et donc, de fait, ils seront inondés, certes, ils n'ont pas compris que potentiellement les déversoirs pouvaient être utiles, que potentiellement ça pouvait permettre de mieux contrôler l'inondation, mais de fait le Val sera inondé et ils en seront les premières victimes à la limite, mais en même temps ils sont responsables de leur propre sécurité. Les riverains ont pris part assez tôt, on va dire, dans les débats, dans les réflexions. Il y a énormément de choses, même dans la presse ancienne. Donc je pense qu'effectivement les populations elles ont été impliquées tôt, et puis je pense qu'il est essentiel de les impliquer encore aujourd'hui. La crue de 1866 a eu un impact fort sur les territoires du bassin de la Loire, causant des victimes, bloquant l'économie, dévastant même parfois des villes entières. Chaque année, il existe une probabilité d'1 sur 150 qu'une crue de même importance se reproduise. Entretenir la mémoire de la crue, c'est se préparer aujourd'hui au risque d'une inondation toujours présent. La crue de 1866 est une des crues majeures et la commémorer est important pour resensibiliser l'ensemble des habitants du Val-de-Loire. La Loire, il y a peut-être une centaine d'années qu'elle n'est pas sortie de façon importante de son lit, mais elle reviendra. Nous devons rappeler à la population, aux élus aussi, que nous sommes toujours à la merci d'une nouvelle crue. Donc il y a besoin d'alimenter cette mémoire pour nous rappeler en effet qu'une crue prochaine peut arriver et de dégager des moyens humains, des moyens financiers. C'est pas le jour où on a des inondations qu'il faut s'en préoccuper, c'est très en amont. C'est important d'entretenir la mémoire parce que on croit toujours que c'est ou pour les autres. Les autres, ça peut être il y a 150 ans, mais ce sera jamais demain. Et en fait, le risque, il est toujours là, il est permanent. Et si il ne faut pas le rendre catastrophique dans les gestes de tous les jours, il faut l'avoir à l'esprit. Et marquer notamment sur les monuments, partout dans la ville, partout dans l'agglomération, qu'à tel endroit, l'eau était à 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres au-dessus de sa tête, c'est quelque chose qui marque et c'est quelque chose qui entretient
la prise en compte du risque. C'est extraordinairement important puisque ce sont les crues les plus rares. C'est une crue de donc 150 nales et c'est celle qu'on oublie le plus et c'est celles qui sont probablement les plus lourdes de conséquences en termes de résilience, d'impact territorial, d'impact sur l'économie locale, de dégâts matériels, éventuellement de vie humaine. Donc bien évidemment, il faut se souvenir que de temps en temps, il peut y arriver l'année prochaine un énorme événement qu'on n'a absolument pas vu venir. L'actualité récente nous l'a montré sur d'autres rivières. Il y a un peu de niveau, la culture générale pour apprendre qu'une rivière ça vit et que ça a son propre rythme et qu'il est normal qu'il y ait des crues. Et puis les consignes, les bons comportements à avoir pour limiter les dégâts, évidemment en termes de vie humaine et aussi en termes de dégâts matériels. Je dirais que ce qu'il faudrait peut-être commencer par faire de manière plus simple, c'est d'expliquer aux citoyens qu'une rivière vit sa vie, et pour la Loire, ça fait quand même des millions et des millions d'années, et qu'elle vit sa vie de fleuve avec des hautes eaux, des basses eaux, un lit majeur, un lit mineur. La crue, c'est un aléa, mais ce n'est qu'un aléa, c'est un moment du fonctionnement du fleuve. Or, il semble bien que l'essentiel des citoyens l'ait oublié. Maintenant, on a les moyens de mettre en place, outre la pédagogie, l'information des gens à court terme pour évacuer les zones dangereuses. Simplement, si ça ne va pas avec une pédagogiste, vous n'arriverez pas à convaincre. On doit faire en sorte de sensibiliser le public, les habitants, sur ce risque d'inondation. Et c'est à faire de façon régulière et toujours renouvelée. Au niveau de l'agglomération orléanaise, par exemple, on fait des communications, on va vers les gens, on fait des diagnostics de l'habitat. Il y a toute une approche sur les compétences de l'agglomération qui est faite pour, par exemple, la protection des réseaux d'assainissement, faire en sorte que ces réseaux puissent continuer le plus longtemps possible. Le ramassage des ordures ménagères, c'est la même chose. Il y a des plans qui sont prévus si on a des crues importantes comme la crue de la Loire. Nous nous sommes attelés à mettre en relation dans tous les projets d'aménagement le thème de l'inondation en rapport avec de la mise en valeur environnementale, de la mise en valeur en termes de loisirs, de tourisme, de paysage, et que dès lors qu'on aborde toutes ces questions ensemble et non pas isolément, eh bien, le sujet de l'inondation, qui est au départ une contrainte, peut devenir une opportunité en matière de projet d'aménagement et être vécu comme tel. L'historien peut aider l'ingénieur, le spécialiste des sciences exactes, et deuxième aspect, c'est bien entendu la préparation des populations qui sont aujourd'hui exposées au risque d'inondation. Cette préparation, elle passe par quoi? Par la reconnaissance de l'existence, je dirais, de toute éternité de ces événements, sachant quand même que nous, ce que l'on enregistre en tant qu'historien, ce n'est pas la crue. La crue, c'est un terme emprunté à l'hydrologie, aux ingénieurs, qui désigne donc le cours d'eau qui sort de son lit mineur. Nous, on parle de l'inondation, c'est-à-dire du débordement qui produit des effets négatifs sur les sociétés de l'époque. Le rythme de vie des milieux naturels et celui des mémoires humaines, c'est pas du tout le même. Je pense qu'aujourd'hui, les crues ont disparu pour une bonne part de la mémoire collective, même si sur d'autres bassins, des épisodes récents nous rappellent que ça peut arriver. Mais en tout cas, sur le bassin de l'Allier et le bassin de la Loire, c'est vrai qu'on a oublié ces éléments et qu'il est indispensable de les remettre dans la mémoire collective. Ces crues, elles sont indispensables pour la rivière, puisqu'elles sont naturelles, elles font partie du cycle naturel des rivières. Elles permettent trois choses. Ce sont d'abord la régénération de la ressource en eau. La deuxième chose, c'est que les crues permettent de fertiliser les terres qui sont en bordure des rivières. Et puis, troisième chose, et pas la moindre, c'est qu'en fait, ces débits d'eau qui sont plus importants vont permettre de décolmater les sables et les galets qui pourront être colmatés au fur et à mesure de l'année. Donc permettre une meilleure entrée de l'eau dans les nappes alluviales, mais aussi de créer ces mosaïques d'habitat qu'on peut avoir ici derrière moi, avec des faunes différentes, des flores différentes, et ça va régénérer derrière toute une biodiversité qui donnera la richesse de la rivière. Si
Si la crue n'est qu'un aléa de la vie du fleuve, le risque inondation qu'elle fait peser sur notre territoire est bien réel. Depuis 1866, de nombreuses actions ont été menées pour en contenir les effets. Surveillance, entretien des cours d'eau, renforcement des levées, ouvrages de protection, réduction de la vulnérabilité des biens et des activités, ou encore information au public, les autorités ont fait évoluer leurs interventions pour mieux appréhender le phénomène. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, c'est des événements qui souvent, hélas, s'accompagnent d'épisodes dramatiques, donc qui peuvent marquer cela la mémoire collective. Par contre, on oublie très vite. Or, on parle là de crues dont la fréquence centenale conduit en général à des retours qui se situent plutôt sur la centaine d'années, voire même au-delà. Et donc, on a un décalage complet entre les deux temps, celui de la vie de la rivière et celui de la vie des habitants qui sont au bord de la rivière. Il faut bien se rendre compte que dans ce genre de crise majeure, qui a lieu sur l'ensemble du bassin versant de la Loire, tout le monde doit se mobiliser, tout le monde doit s'entraider. Il ne doit pas y avoir de faille là-dessus, il ne faut pas attendre des autres le secours que l'on peut se porter d'abord à soi-même, puis après juste à ses proches. Ensuite, c'est au pouvoir public d'organiser l'ensemble de cette solidarité, de telle sorte qu'elle soit efficace. L'action publique a, je pense, toujours la nécessité d'être visitée, d'être pensée. Chaque période a ses enjeux majeurs. Aujourd'hui, il y a des paramètres locaux, on le voit bien, il y a des questions d'artificialisation des sols, d'urbanisation, etc. Mais il y a aussi des enjeux globaux qui sont nouveaux, liés notamment au réchauffement climatique. Et on s'aperçoit qu'on a des événements difficiles à prévoir parce qu'ils n'ont jamais existé jusqu'à aujourd'hui. C'est très très difficile d'anticiper quelque chose qu'on ne connaît pas. Ce type d'événement n'avait jamais été connu, en tout cas dans de pareilles proportions et à cette saison-là. Aujourd'hui, les politiques doivent à la fois opter pour de la prévention, de la prévision et de la protection. Alors, on a énormément progressé sur la prévision des crues. On a aujourd'hui à la fois des stations de mesure sur l'ensemble du bassin, on a des systèmes de transmission radio qui sont robustes et on a des modèles beaucoup plus précis qu'on ne les avait autrefois. Donc on a aujourd'hui une prévision des crues qui est de très bonne qualité et qui permet d'anticiper de 3 à 4 jours l'arrivée de la crue sur la Loire moyenne. Alors on se base à la fois sur des mesures de pluviométrie, sur des mesures de débit sur les cours d'eau qui sont en amont et sur des modèles de propagation de la crue qui permettent d'avoir une prévision assez fiable sur la Loire moyenne, à Orléans, à Tours, où on arrive à avoir une bonne prévision 3 ou 4 jours à l'avance. L'ensemble du bassin est équipé de relevés, de mesures de niveau d'eau. Donc on a cette possibilité, à partir des prévisions météorologiques et de ce suivi en temps réel du niveau de l'eau, d'anticiper l'évolution du cours d'eau et puis de savoir quels seraient les impacts potentiels. Donc à la fois avec une bonne résistance des digues, mais également d'anticiper ce phénomène de rupture et de pouvoir au niveau des secours anticiper avec une décision du préfet l'évacuation de la population. Donc il y a dans chaque département le préfet qui met en place des plans de secours, donc le plan Orsec et notamment donc son volet particulier sur le risque inondation. Nous sapeurs-pompiers, nous ne pourrions pas intervenir et mettre en sécurité l'ensemble de la population, chacun doit être suffisamment autonome et puis nous concentrer nous sur les points particuliers puisque c'est un phénomène qui serait d'ampleur et on ne peut pas mettre un camion de sapeurs-pompiers devant chaque bâtiment. Je pense qu'on se protège de deux façons. D'une part, en limitant la submersion des digues ou en limitant l'impact de la crue sur les bords de Loire, sur les zones habitées. Donc ça passe par des digues qui ont été construites et qui doivent être surveillées, renforcées et entretenues. Et d'autre part, on doit veiller à atténuer les conséquences pour les biens et les personnes, c'est-à-dire les conséquences pour les habitants d'abord, en faisant en sorte, par exemple, de bien communiquer sur les dispositifs de secours pour évacuer les lieux, et puis par ailleurs pour les biens, en mettant en place des dispositifs pour atténuer les conséquences d'une inondation. Donc il faut poursuivre les travaux pour maintenir le lit de la Loire, il faut poursuivre le programme pour fiabiliser les digues, et il faut également continuer à maintenir l'attention de la population au travers de la communication et de plans communaux de sauvegarde. Et également, un point qui n'est pas négligeable, c'est fiabiliser les réseaux. Plusieurs aménagements ont eu lieu sur la Loire. Voilà, un barrage à Villeray
permet de réduire la hauteur d'eau sur la Loire moyenne en situation de crue. L'établissement public Loire a un rôle primordial de solidarité, solidarité financière, solidarité aussi par rapport aux équipements. On le voit par rapport à où on est ici, sur Villeray, avec un barrage qui est primordial pour l'écrêtement des crues, parce qu'il a une capacité de stockage très importante et qui, bien sûr, peut limiter du coup les crues. Je pense que c'est important d'avoir cette expertise de grande qualité que nous pouvons apporter à l'ensemble des territoires. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les politiques de prévention des risques et les politiques d'aménagement du territoire, dans leurs objectifs généraux, s'entendent très bien sur l'intégration du risque. Quand on regarde à l'échelle des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, on retrouve très facilement en fait une envie des élus d'aller vers une prise en compte de l'inondation. Le bas blesse d'une certaine manière plus on va à l'échelle fine, c'est-à-dire au plan local d'urbanisme et au projet d'aménagement à l'échelle des quartiers. C'est là que se joue concrètement la prise en compte de l'inondation. Dans le domaine de la gestion des inondations, on a vu des évolutions dans le champ de la protection. On se rend bien compte aujourd'hui qu'on est revenu sur cette idée que, sur la Loire, que les digues pouvaient protéger contre tous les événements. On a pris conscience du fait que voilà, il fallait essayer de redonner de l'espace à la rivière, restaurer des zones d'expansion de crues. Les zones inondables aujourd'hui sont des zones que l'on perçoit de plus en plus comme des zones qui sont encore des zones à potentiel, où on peut encore développer la ville, développer des aménagements, des opérations d'urbanisme. On a des quartiers qui sont en bord de cours d'eau et qui sont relativement adaptés ou qui pensent à un urbanisme adapté au risque. Et moi, il me semble que ça, c'est les évolutions qui vont être encouragées, puis qui sont encouragées actuellement, de penser le développement urbain dans ces zones à risque, de penser le développement urbain malgré le fait que ce soit des zones inondables. C'est une caractéristique parmi d'autres de ces espaces. Ils sont inondables, on peut potentiellement imaginer leur développement, leur urbanisme, mais il faut l'anticiper dès le départ, penser un bâti adapté, penser des réseaux adaptés. Reste malgré tout toujours la question de la préparation des populations, parce qu'au-delà d'un certain seuil, on peut annoncer un événement, mais quand l'événement dépasse tous les seuils, comme tous ces grands événements, il faut imaginer des dispositions soit d'évacuation, soit des dispositions de mise en protection des biens et des personnes. Donc pour que ce soit efficace, finalement, il faut que les gens soient préparés à cela. Pendant toute la gestion en fait, de l'avant-crue, si je puis dire, on a effectivement toute la discipline de ce qu'on appelle la conservation préventive. Ensuite, période de crise. Donc là, gestion complexe à faire entre ce qui est la sauvegarde des personnes qui passent bien sûr en priorité et la sauvegarde des biens qui est généralement très bien appréhendée. Et le troisième temps, qui est beaucoup moins travaillé jusqu'à maintenant, beaucoup moins pensé, c'est effectivement le temps de l'après-crise. Le moment où effectivement les eaux sont montées, se sont installées sur les biens patrimoniaux, pris au sens large, et vont en fait, ces eaux-là vont fait descendre, mais elles ont apporté avec elles énormément d'alluvions, énormément de déchets ou de substances liquides qui peuvent effectivement porter atteinte à ces biens patrimoniaux. Il faut se rappeler aussi une chose très importante, lorsque l'on parle de patrimoine, au sens patrimoine culturel, on parle d'un bien unique et non renouvelable. Donc on est bien là dans quelque chose qu'il faut défendre à tout prix. Et c'est ce tout prix qu'il convient de travailler ensemble. On est à la fois globalement mieux préparé, mais les conséquences sont beaucoup plus lourdes. Donc globalement, il faut bien s'attendre à ce que lorsque cela se produira, les conséquences soient redoutables. C'est un risque majeur pour l'ensemble du bassin de la Loire, qui donc va couper la France en deux. C'est un impact économique important, où là, évidemment, on a nombre d'entreprises qui sont situées dans le Val et qui vont être directement concernées. Dans le département du Loiret, il y a environ 3000 entreprises qui sont installées dans le Val inondable par la Loire. En cas de crue type 1866, c'est des dizaines de milliers de collaborateurs qui perdent leur emploi et c'est des milliards d'euros de dégâts. Il faut arriver à ramener
cette existence du risque dans le quotidien des entreprises, mais savoir que les entreprises, leur quotidien, c'est aussi conserver les clients, se développer, garder les savoir-faire. Donc il y a plein de risques que le gérant d'entreprise doit manager. L'intérêt de faire un diagnostic d'étude de sa vulnérabilité, c'est qu'à un moment donné, ça permet de prendre un peu de hauteur, de recul et de se poser et de regarder concrètement, tiens, si demain il y avait une inondation par la Loire, qu'est-ce que ça impacte pour moi, pour mes salariés, pour mes fournisseurs, pour mes clients. Voilà, simplement d'avoir cette information du coup précise, enfin plus précise en tout cas, que la simple information la Loire va déborder un jour. La culture de risque n'est efficace que si elle est maintenue, répétée et rappelée dans le temps. En réalité, l'agriculture, elle joue une espèce de double rôle aujourd'hui, puisque d'un côté, évidemment, elle est concernée lorsqu'on a ce type de crue, et donc toutes les constructions dans le Val-de-Loire, je pense aux serres en particulier, doivent faire l'objet de beaucoup d'attention. Mais en même temps, l'agriculture joue un rôle d'expansion justement de ces crues. Nous avons sur la Loire plusieurs déversoirs, en amont d'Orléans en particulier, qui peuvent être ouverts en cas de crue exceptionnelle. Et les terres agricoles, on voit bien que de plus en plus, elles jouent ce rôle finalement, souvent on dépend d'ailleurs des agriculteurs, ce rôle d'expansion de crues. Il faut que nous allions au bout des discussions et au bout de la concertation à la fois avec les pouvoirs publics, nationaux, l'État et les collectivités. Nous avions entamé un travail il y a maintenant un peu plus de 3 ans pour justement aboutir non seulement à un cahier des charges, mais à la prise en charge également par les collectivités, par l'État, de ces dégâts causés par ces champs d'expansion de crues. On ne peut pas demander aux agriculteurs d'être à la fois au fond un peu victimes de ces crues, accepter que des déversoirs soient ouverts sur leurs terres et ne pas en tirer les conséquences économiques. Il faut travailler évidemment de concert entre les services de l'État, les collectivités, et je le répète, à la fois les particuliers, les entreprises, les agriculteurs. Quand nous avons commencé à travailler sur la Loire moyenne, la bête à abattre, c'était les extractions de granulats. Au bout de 15 ans, quand on a expliqué que pas du tout, que c'était le linéaire continu d'élevé de la confluence à l'amont de la Loire moyenne jusqu'à l'estuaire où les digues sont les plus récentes, elles datent du 19e et du 20e, que ça avait eu comme conséquence le creusement du lit, la turbidité des eaux, et de créer un espace artificialisé qu'on a nommé le lit endigué. On a donc démontré que l'extraction des granulats, c'était l'epsilon, mais c'était pas la cause fondamentale, ni de l'enfoncement du lit, ni de toutes les catastrophes qui arrivaient. Et comment est-on arrivé là? Par des travaux de recherche. Et quels travaux de recherche? Des travaux de recherche collectifs, puisque grâce à l'établissement public Loire, on a pu faire travailler des jeunes dans le cadre de thèses, et qu'on a fait avancer relativement vite, parce que aussi nos collègues des sciences dures qui monopolisaient un peu le sujet quand même, ont quand même vu qu'il y avait des documentations auxquelles ils n'avaient pas accès et que les sciences de l'homme et de la société pouvaient être d'une utilité dans la réflexion sur cette question des crues et des conséquences des crues sur la vie actuelle. Pour prévenir et encadrer ces événements, la technique ne suffit plus. Il faut travailler l'humain, la culture du risque, la mémoire, c'est une manière aussi de sensibiliser et d'informer les gens pour dire que ces événements passés, ils sont peut-être lointains dans notre histoire, mais ils peuvent survenir demain. La meilleure adaptation, c'est de sensibiliser les populations et de s'y préparer dans le cadre d'exercices qui n'associent pas seulement les services de l'État, je pense aux pompiers, la sécurité civile, l'armée, pourquoi pas, mais également accorder un peu plus de liberté, de marge de manœuvre aux populations locales serait sans doute un gage de meilleure adaptation, voire même de résilience. La résilience étant la capacité d'absorber un choc. Et au-delà, quelle perspective citoyenne à l'heure où on ne cesse de dire que la communauté nationale faiblit, doute, etc. Tout cela contribuerait à créer du lien social. Vous l'avez vu, vous l'avez entendu, la crue de 1866 fait partie de notre mémoire commune, de notre patrimoine. Elle nous enseigne comment vivre avec le risque inondation tout en aménageant durablement nos territoires. C'est ainsi que se conclut ce 4e épisode d'Île-Loire TV proposé par l'établissement public Loire. Merci à tous les intervenants pour leurs précieux témoignages.